Ok, super. Bon, du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de psychologie évolutionnaire, ou plus globalement d'approche évolutionnaire. Et on va se poser la question, tout simplement, est-ce que la psychologie évolutionnaire, elle est impossible? Donc, au programme, on va mettre un peu les pieds dans le plat. Dans un premier temps, je vais faire un bref encart politique. Puis ensuite, je vous parlerai un peu des approches évolutionnaires de la cognition et du comportement humain. Avant d'en venir à la question qui nous intéresse, est-ce que la psychologie évolutionnaire, elle est impossible? Et petit spoil, hein, déjà, on défendra l'idée, on verra que certaines personnes défendent l'idée que oui, la psychologie évolutionnaire est possible. Et d'ailleurs, les travaux, la recherche en cours le montrent. Alors pour le petit encart politique, ça va être très bref. Euh, il faut admettre un certain nombre de choses. C'est que oui, il y a des mauvais papiers au sein des approches évo. Mais en fait, c'est de la même manière qu'il y a des mauvais papiers en psychologie dans les cancer studies, dans les sciences médicales de façon générale. Quand on a eu la crise de la reproductibilité, dont notre invité Aurélien Allard la semaine dernière a beaucoup parlé, on ne s'est pas dit qu'on allait rejeter l'entièreté de la psychologie à cause de ça. Donc, certes, il y a des mauvais papiers dans les approches évolutionnaires qui vont faire des hypothèses qui ne tiennent pas forcément debout, ou alors des hypothèses qui n'ont pas beaucoup de données qui vont dans leur sens. Deuxième chose, c'est que oui, il y a des reprises politiques d'extrême droite, anti-féministes, anti-LGBT ou fascisantes, qui vont venir se servir de la psychologie évolutionnaire comme d'une sorte d'appel à l'autorité scientifique pour venir justifier des positions ou virilistes ou essentialistes sur la nature de l'homme et de la femme. Mais ça, c'est pas inhérent à la psychologie évolutionnaire. L'instrument des sciences dans le champ politique est extrêmement courant. Là, par exemple, je vous ai mis une instrumentalisation de la biologie. Donc, en apparence, ce que vous pouvez voir ici, c'est une revue qui a l'air, somme toute, normale, qui peut se présenter comme scientifique. Elle s'appelle Mankind Quarterly. Et en fait, dans la réalité, c'est que c'est une très mauvaise revue, absolument pas reconnue par la communauté scientifique, et qui est une sorte de point de rendez-vous des gens qui, dans la recherche, sont à la marge, très politisés, souvent d'extrême droite, et qui viennent y publier des papiers qui auraient été publiables nulle part. Et ici, vous avez un papier de biologie qui vient parler justement du réalisme des races, qui globalement est quelque chose qui est complètement rejeté par la communauté des biologistes. C'est quelque chose qui fait largement consensus, c'est qu'il n'y a pas d'existence, le terme de race ne renvoie à rien, et qu'il n'y a pas de réalité génétique derrière le concept de race. Donc en fait, ces deux points sont vrais, on ne va pas les nier, mais ils ne sont pas inhérents aux approches évolutionnaires du comportement et de la cognition. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des origines. D'où est-ce que ça vient, ces approches évolutionnaires du comportement et de la cognition, ou ce qu'on peut appeler la psychologie, évo, l'anthropo-évo. Alors d'une part, forcément, vous imaginez bien, sans théorie de l'évolution, il n'y aurait pas d'approche évolutionnaire, tout bêtement. Et une des choses qui va être centrale dans ces approches-là, c'est ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution. Pour faire très bref, c'est tout simplement le point de jonction qu'il y a eu au XXe siècle entre, d'une part, la théorie de l'évolution, telle qu'elle a été formulée dans l'origine des espèces par Darwin, la génétique mendélienne et la génétique quantitative. Le deuxième élément qui va être extrêmement important pour les approches évo, ça va être l'éthologie ou la science du comportement animal. Aujourd'hui, on parle plutôt d'écologie comportementale. Je vais d'abord vous présenter un peu très rapidement la théorie synthétique de l'évolution. Ce n'est pas le cœur du cours, mais je vous ai préparé une sorte de mini-kit de survie pour comprendre l'évolution. Et je vais me servir de cette espèce, le phalène du boulot, pour à chaque fois illustrer mes points. Déjà, l'évolution, c'est de la variabilité interindividuelle. Par exemple, ici, la phalène du boulot possède un génotype, c'est-à-dire l'ensemble de l'information qui va servir au bon développement de ces individus. Et vous avez ensuite le phénotype, c'est l'ensemble des caractères observables. Ici, par exemple, la couleur, la forme des ailes, etc. Il n'y a pas un lien strict entre génotype et phénotype. Un même génotype peut produire plusieurs types de phénotypes, puisqu'il est également, en retour, influencé par l'environnement.
Pour qu'il y ait évolution, il faut également qu'il y ait de la transmission héréditaire. Par exemple, cette phalène du bouleau possède certains gènes qui viennent coder pour la couleur qu'elle possède. Il faut qu'il y ait mutation aléatoire. Par exemple, initialement, la phalène du bouleau est de couleur plutôt blanche. Mais à un moment donné, des mutations dans son code génétique ont fait que, au lieu de coder pour le blanc, ça s'est mis à coder pour du noir. Alors il faut noter que la plupart du temps, les mutations aléatoires sont extrêmement mauvaises et nocives pour les individus. Mais dans le grand film du vivant, il y a tellement de réitérations de mutations aléatoires que parfois, ces mutations peuvent s'avérer avantageuses, parfois neutres aussi, pour l'individu. Il faut bien évidemment qu'il y ait survie et reproduction. Par exemple, si par hasard un nouveau gène vient coder pour la couleur noire chez la phalène du bouleau, il faut bien qu'il arrive à survivre assez longtemps pour se reproduire, pour transmettre les gènes qui viennent coder pour sa couleur. Du coup, on a de la fitness aussi différentielle, ou de la valeur sélective différentielle. Chaque individu, on peut quantifier ce qu'on appelle sa fitness. C'est à quel point il a une valeur sélective, à quel point il a réussi en fait à répandre ses gènes à travers la reproduction. Alors ça peut être de la reproduction non sexuée aussi, bien entendu. Et vous avez également des pressions de sélection. Par exemple, ici, la pression de sélection, ça peut être la couleur des arbres, de l'environnement de ce phalène. Si tous les arbres étaient blancs, eh bien, le phalène blanc aurait une fitness sans doute plus élevée, puisqu'elle se ferait en moyenne moins manger par les prédateurs. Tandis que dans un environnement plus sombre, la phalène noire va avoir une meilleure fitness, puisqu'il pourra se reproduire, puisqu'il se fera en moyenne moins manger. Et c'est exactement ce qui s'est passé durant la révolution industrielle, par exemple au Royaume-Uni, avec le charbon et les usines qui émanaient énormément de suie, venaient recouvrir un peu l'environnement d'une couleur un peu plus noire. Et il s'est avéré que, par mutation aléatoire, la phalène, il y avait certains individus qui étaient plutôt noirs, et d'un coup, ils ont fini par peu à peu se répandre dans la population, jusqu'à, par exemple, dans certaines zones au Royaume-Uni, occuper 95% du pool phénotypique des phalènes. Et du coup, ça nous amène à l'idée d'adaptation, d'évolution et de spéciation. C'est l'idée un peu générale que c'est la survie du mieux adapté. En fait, c'est ça cette idée. C'est celui qui est assez adapté à son environnement pour répandre ses gènes sans mourir, enfin, sans mourir de façon précoce, eh bien, il va avoir plus de chances de développer, que le phénotype en question va finir par être une adaptation et du coup se fixer dans l'espèce. Je ne vais pas en parler de manière extensive, mais il faut quand même la mentionner si on parle d'évolution. Il y a de la dérive génétique, c'est de la variation aléatoire d'allèles qui sont des versions des gènes, et tout simplement, je vais prendre un exemple d'événement fondateur. Parfois, certains phénotypes vont se fixer par pur hasard. Imaginons par exemple qu'un jour, il y a une phalène qui, pour une raison ou pour une autre, a un élément qui code pour du bleu, et sans le vouloir, pendant les commerces entre les pays, des gens vont ramener des phalènes bleues, mais pas de phalènes blanches et de phalènes noires. Eh bien, la phalène bleue, peut-être qu'elle ne se serait pas développée dans cet environnement-là, mais peut-être que dans un autre environnement, comme il n'y a que ça, c'est ça qui va se développer. Donc voilà, c'était le petit résumé un peu rapide. Maintenant, on en est arrivé à justement, quand est-ce qu'on en est arrivé à considérer la cognition ou les comportements comme potentiellement étant aussi conduits par l'évolution. Un des grands éléments un peu fondateurs justement de ça, c'est que Nicolas Tinbergen, il y avait tout à l'heure Konrad Lorenz, que j'ai oublié de présenter, et leur collègue Van Frisch, tous les trois spécialistes du comportement animal, ont émis l'hypothèse que le comportement aussi faisait partie du phénotype. Ça peut avoir l'air trivial aujourd'hui, à l'époque ça ne l'était pas. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, au XXe siècle. Ce qui était dominant, par exemple, pour la science du comportement animal, on avait le behaviorisme, qui avait tendance à considérer les comportements non pas influencés, par exemple, par la génétique ou l'évolution, mais simplement un ensemble de conditionnements opérants. Et vous aviez les biologistes, et en tout cas ceux qui faisaient
qui étudiait l'évolution des animaux, qui était un peu sceptique sur cette hypothèse de pouvoir considérer le comportement comme lui aussi pouvant être sélectionné durant l'histoire évolutive d'une espèce. Alors vous avez donc un biologiste, Ernst Mayr, en 61, qui va proposer 2 types de causes pour expliquer un comportement. Et Tinbergen, lui, va aller un peu plus dans le détail, mais les deux sont liés, va en poser 4. Je vous ai proposé ce petit tableau, tout simple. Donc vous avez cause proximale et cause ultime, ça c'est ce que Mayr a proposé. Et en fait, dans les causes proximales, vous avez 2 questions, les 2 questions de Tinbergen, et dans la cause ultime, 2 autres questions. Les causes proximales, c'est tout ce qui vient se ramener au mécanisme pour expliquer un comportement. Par exemple, je vous ai pris le tamias rayé, si on se posait cette question, pourquoi le tamias rayé cache-t-il des noix dans son terrier? Vous auriez la question physiologique. Par exemple, à l'approche de l'automne, il y a un bouleversement hormonal dans le tamias rayé qui le pousse à, de manière compulsive, à amasser des noix. Vous avez la question ontogénétique. Comment, dans le développement de l'enfant tamias rayé jusqu'à l'âge adulte, ce développement va se développer? Par exemple, il y a des études qui montrent qu'il faut 2 éléments. Il faut qu'il y ait une habituation au goût des noisettes à travers le lait maternel et une éviction du nid par la mère lorsque les tamias ont atteint un certain âge. Mais ce qui intéresse les évolutionnistes, c'est de savoir pourquoi ce comportement a été sélectionné, chez quelles autres espèces il est potentiellement présent et à quoi ça a pu servir. Donc c'est ça les causes ultimes. On va chercher le pourquoi, mais vraiment au sens de pourquoi, comment c'est arrivé. Donc vous avez les questions phylogénétiques, donc ça vise à essayer de comprendre les connexions entre les espèces et les espèces les plus proches, et à faire par exemple le constat que toutes les espèces qui appartiennent au genre des suridés, auquel appartient le tamias rayé, ça vise à essayer de comprendre, à émettre l'hypothèse que leur ancêtre commun possédait certainement ce comportement, puisque toutes les espèces de ce taxon possèdent ce comportement. Et vous avez enfin la question fonctionnelle. On va se demander quelle fonction adaptative ça a pu remplir. Et ici, l'hypothèse qui est émise par les papiers en sciences de l'étude du comportement animal, c'est que potentiellement, ça évite un phénomène de torpeur pendant l'hibernation. C'est-à-dire qu'à la fin de l'hibernation, les tamias qui avaient tendance à avoir assez à manger dans leur tanière pour ne pas sortir pour en avoir, ils avaient des tendances reproductrices beaucoup plus précoces à l'arrivée du printemps. Ils se reproduisaient beaucoup plus vite et beaucoup plus précocement. Et donc, c'est plutôt leurs gènes qui ont fini par se répandre. Et on en arrive justement à la psychologie évolutionnaire, avec la naissance du programme de Santa Barbara, dont les fers de lance ont été John Tooby à gauche, Leda Cosmides à droite et John Barkow à droite, qui ont tout à droite, respectivement anthropologues, psychologues et anthropologues, et qui ont écrit un livre central, The Adapted Mind, en 92. Ils sont arrivés avec le constat que qui peut avoir l'air aussi trivial, mais qui fait partie un peu des fondements philosophiques de leurs approches, c'est que pourquoi exclure l'être humain du règne animal? C'est que nous aussi faisons partie du règne animal, donc il n'y a pas de raison qu'on échappe à la logique évolutionnaire, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas expliquer nos comportements et notre cognition par le biais des causes évolutionnaires, donc des causes ultimes. Donc, je vous ai mis cette petite citation de Cosmides et Tooby, c'est que le comportement actuel serait généré par des modules de traitement de l'information qui existent, qui doivent leur existence, parce qu'ils ont résolu des problèmes d'adaptation dans le passé. Un mot très rapide sur la notion de module, assez controversée en réalité, la notion de module, pour sa réalité, enfin en tout cas pour certains types de modules, mais on va mettre ce débat de côté. Un module, qu'est-ce que c'est? Ce serait une partie de votre cognition, de votre système cognitif, potentiellement avec un substrat au niveau du cerveau, qui serait un domaine spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule classe de stimuli qui peuvent l'activer, qui serait 2 encapsulés, c'est-à-dire que pour traiter l'information, il la traite seul, il n'y a pas un jeu de traitement d'information avec d'autres aires cérébrales, automatique, ça se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de volition, rapide, tout est dans le mot, et fixe, c'est-à-dire que
il n'est pas influencé par l'apprentissage. Un exemple de module qui, lui, n'est pas controversé, dont j'avais déjà parlé, il me semble, dans un cours, c'est la FFA, la Fusiform Face Area, située dans le lobe temporel gauche, qui sert à traiter les stimuli du visage. Et la réalité, c'est que un visage, c'est en fait un stimulus complexe qui, pour nous, apparaît avoir du sens, mais si cette FFA est lésée, la notion de visage perd sens pour nous. Donc, c'est une phénoménologie quasi impossible à comprendre si on n'a pas de lésion, mais il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle des prosopagnosies, qui ne peuvent pas faire sens du visage. Et l'idée donc ici de la psychologie évolutionnaire et de l'approche de Leda, de Cosmides et Toubi, c'est que durant l'environnement ancestral, c'est-à-dire les premiers Homo sapiens, eh bien, tout un tas de modules auraient pu potentiellement se créer pour faire face à des défis, des défis pour résoudre des problèmes de pression de sélection, imposés par la pression de sélection. Et que c'est pour ça que j'ai pris cette photo, c'est pas pour rien, c'est que vous avez Leda qui tient un cerveau et vous avez John un couteau suisse. C'est l'idée que potentiellement le cerveau est doté de plein de petits outils dont parfois certains vont se surajouter à l'outil initial. On va avoir de plus en plus de sous-outils pour traiter plein de petits problèmes. Donc l'objectif pour un psychologue, pour quelqu'un qui ferait de la psychologie évolutionnaire, ce serait d'identifier des mécanismes pertinents qui seraient susceptibles d'avoir rempli un rôle évolutionnaire au sein de l'environnement, ce qu'on appelle un environment of evolutionary adaptedness, ou l'environnement ancestral, c'est-à-dire l'environnement dans lequel il y aurait eu ces fameuses pressions de sélection qui auraient amené certaines adaptations, et identifier à quelle pression de sélection ces mécanismes ont bien pu répondre. Je vous montre un petit florilège de petites choses qu'on utilise souvent pour exemplifier. Déjà, c'est que potentiellement ces adaptations, c'est sur des temps longs. Par exemple, la peur des araignées, il y a des grandes chances que ce soit quelque chose qui a été sélectionné. On imagine à travers peut-être des reconnaissances de forme, puisque c'est globalement assez universel, la peur des araignées, même s'il peut y avoir apprentissage pour apprendre à ne plus en avoir peur, globalement, c'est quelque chose qui, vraisemblablement, peut-être même avant le genre Homo, c'est quelque chose qui est aussi partagé par tout un tas de grands primates. Et donc, pourquoi je mentionne ça? C'est que, par exemple, la peur des fusils n'a peu de chances de se développer. Pourquoi? Les fusils existent depuis pas assez longtemps et qu'il faudrait que ce serait improbable, par exemple, qu'une peur des fusils se développe sur un temps aussi court. L'idée ici, c'est que pourtant les fusils sont beaucoup plus dangereux que les araignées, ils font beaucoup plus de morts. Pourtant, on n'en a pas peur, donc voilà, c'est un peu l'idée que les choses sont sélectionnées sur le temps long. Vous avez aussi l'idée de mismatch. Ça, c'est assez central en psychologie évolutionnaire. C'est que, en fait, on essaie d'avoir une logique qui est d'identifier des mécanismes qui, aujourd'hui, sont peut-être contre-productifs. Par l'exemple, un peu la tarte à la crème, c'est l'appétence pour le sucre et pour le gras. Il est très vraisemblable, donc on a des mécanismes motivationnels pour nous faire poursuivre ce qui est sucré et ce qui est gras, et ça a sans doute été plutôt adaptatif, puisque c'est ce qui nous motive, c'est ce qui a pu motiver nos ancêtres. C'est également certainement présent chez d'autres primates, mais qui a pu motiver nos ancêtres à avoir assez à manger dans des environnements parfois un peu complexes, un peu pauvres en ressources. Et c'est un cas de mismatch. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés modernes, on est tous encore motivés à rechercher ce type de nourriture, et ça vient poser des problèmes de santé publique. C'est pour ça que, par exemple, les fast-foods sont un peu la quintessence de ce problème, puisqu'ils viennent nous montrer des hyper-stimuli de ce que nos cerveaux auraient envie, des choses très très riches en calories. Et donc, du coup, voilà, on a ce mismatch entre des environnements ancestraux qui étaient beaucoup moins riches en ressources et aujourd'hui des sociétés d'abondance avec beaucoup de ressources. Vous avez également l'idée du byproduct que je ne vais pas développer puisque j'en avais déjà parlé dans les approches cognitives de la religion. C'est que, par exemple, parfois,
certains phénomènes culturels ou certains types de comportements, par exemple le comportement religieux, vraisemblablement ne sont pas des adaptations, sont plutôt des recrutements en fait, d'autres mécanismes qui à la base ne servaient pas à ça. Pour la religion, on avait abordé les mécanismes, la métacognition, ce qui peut permettre de prêter de l'agentivité et de l'intentionnalité aux choses et aux gens plutôt. Le fait que certains stimuli qui sont certains discours légèrement contre-intuitifs sont extrêmement sexy et facilement mémorisables. Et ensuite, vous avez des choses qui sont vraiment là, par contre, discutées comme adaptation. Donc, quelque chose qui est très, 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 très étudié dans les approches évolutionnaires, c'est la moralité. On essaie de comprendre comment l'être humain est devenu moral et quels sont les mécanismes en jeu dans les comportements moraux. Et là, je ne fais que mentionner une hypothèse, une théorie qui est très, très discutée dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la moralité comme coopération. Donc, l'idée, c'est que le cœur de la moralité, en réalité, c'est le fait de coopérer les uns avec les autres. Et vraisemblablement, dans cette théorie, l'idée, c'est que il y a un mécanisme d'équité qui s'est mis en place. On est capable de détecter qu'est-ce qui est une situation équitable ou non. Et ça aurait été sélectionné par le biais du choix de partenaire. En gros, le défi était le suivant. Si vous coopérez avec quelqu'un, vous ne savez pas si lui, en retour, il va vouloir coopérer. Peut-être qu'il va juste profiter de vous. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vraisemblablement, ces mécanismes d'attribution de réputation se sont développés, ce qui fait que, par exemple, dans une société, si quelqu'un a refusé de coopérer, si quelqu'un a essayé de ce qu'on appelle free-rider, c'est-à-dire profiter des autres, très vite, les réputations des gens sont partagées. Et généralement, on peut imaginer que les personnes qui étaient le plus capables de coopérer dans les bons moments, sans à la fois se laisser avoir par les gens qui voulaient freerider, mais en même temps en étant capables eux-mêmes d'apporter leur part dans les situations de coopération, ça a permis à ce mécanisme de se fixer. Bon, il aurait fallu tout un cours pour développer ça, c'est pour ça que c'est un peu confus. Je vous réoriente, si vous voulez en savoir plus, vers cet ouvrage très récent d'un ancien chercheur, enfin il fait toujours un peu de recherche, qui s'appelle Stéphane Debove, et pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal. Il a fait une thèse sur l'équité, et d'ailleurs il a fait toute une vidéo qui fait à peu près 1 heure. Il vous expliquera de long en large la théorie générale de qu'est-ce que c'est que l'évolution de l'équité par choix de partenaire. Et pour illustrer encore un peu plus quel type de théorie on va considérer dans les approches évolutionnaires, vous avez ce qu'on appelle la Life History Theory, ou la théorie des traits d'histoire de vie. Elle tire son origine de la biologie, d'une branche de la biologie de l'évolution, qui cherche à expliquer la façon dont l'évolution vient façonner les différents organismes pour atteindre le succès reproducteur. Un exemple, c'est ce qu'on a appelé le modèle évolutif RK. C'est un modèle dans lequel on détermine certains types de stratégies. Vous avez des stratégies K, c'est-à-dire que... Ah oui, alors attendez. Avant de parler de ces stratégies, je dis juste quand même que ça s'applique au niveau des espèces. On cherche à comprendre le comportement reproducteur des différentes espèces. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, telle espèce va faire beaucoup de portées, va se reproduire très précocement, pourquoi telle autre espèce vit peut-être plus longtemps et fait moins d'enfants. Et donc, vous avez des stratégies dites K, donc des êtres vivants qui ont des durées de vie longues, mais qui ont des reproductions rares et tardives, comme l'éléphant. Vous avez des stratégies R, grand nombre de descendants, le plus tôt possible, avec souvent une mortalité élevée, les souris. Et ce que nous dit ce modèle, c'est que, en tout cas, il rend cohérent l'idée que des environnements instables, ça vient encourager les parents à faire de nombreux descendants, car la probabilité que la majorité d'entre eux survivent jusqu'à l'âge adulte est faible. Et en revanche, des environnements plus stables permettent aux parents d'investir en toute confiance dans une seule progéniture, qu'elle a plus de chances de survivre jusqu'à l'âge adulte. Ça, c'est quand ça a été appliqué au niveau interespèces, pour comprendre les différents comportements reproducteurs des espèces. Sauf que récemment, j'ai tiré ce petit graphe d'un papier de Nettle et Frankenheis,
qui nous montre que, vous voyez en bleu, c'est le nombre de publications en Life History Theory dans le domaine de l'écologie comportementale et de l'évolution. Donc vous voyez que déjà un peu après 90, c'est quand même assez discuté. Et en psychologie, on va commencer à utiliser cette expression un peu avant 2010, jusqu'à aujourd'hui avoir un nombre assez substantif de publications par année. Mais du coup, on va l'appeler LHTP, puisqu'elle est légèrement différente, puisqu'elle n'essaie pas de comprendre les stratégies de reproduction des différentes espèces, mais de comprendre les stratégies de reproduction à l'intérieur de l'espèce humaine. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que les humains ont tendance à être K-sélectionnés, stratégie K, c'est-à-dire avoir peu de descendance, mais il y a une énigme, c'est que dans certaines situations écologiques, certains individus semblent avoir tendance à avoir une stratégie différente. Pourquoi ? Eh bien, ce qui est avancé, c'est l'idée de la plasticité phénotypique. Vraisemblablement, on aurait un mécanisme qui, à un certain âge, vient prendre en compte quel est le niveau de ressources dans lequel on évolue et viendrait moduler nos comportements. Ce qui a amené à créer deux pôles différents. Si l'environnement est pauvre en ressources et imprédictible, les individus, en général, vont avoir tendance à être dire fast. Ils vont se reproduire plus jeunes, avoir davantage de partenaires et vont faire plus d'enfants. Mais vont également prendre plus de risques. Dans les environnements plus riches en ressources et plus safe, eh bien, les individus vont être plus slow, généralement monogames, avec peu d'enfants et avec une aversion au risque. Voilà, ça c'était un peu pour illustrer globalement certaines hypothèses, certaines théories dans les approches évolutionnaires. On va arriver à la partie centrale, c'est que certaines personnes, certains chercheurs ont amené un certain nombre de réserves en se disant mais est-ce que tout ça c'est bien scientifique finalement? Est-ce que vraiment, est-ce que leurs théories, leurs hypothèses sont plausibles? Donc, vous avez ici Subrena Smith qui a écrit un article extrêmement carré, très argumenté, qui s'appelle Is Evolutionary Psychology Possible? Et qui est très intéressant puisqu'il vient condenser absolument les critiques majeures qui sont généralement faites de manière plus ou moins informelle à l'encontre des approches évolutionnaires, sauf que là, ils sont formalisés et bien argumentés. Donc, on va voir quels sont ces fameux arguments. Donc, Subrena nous dit « La psy-évo est convaincue que l'esprit possède une architecture qui s'est conservée depuis le Pléistocène, l'environnement ancestral, et que notre psychologie peut être comprise de manière fructueuse en termes de mécanismes et fonctions ayant amélioré le succès reproducteur. Mais, pour que les explications de psy-évo puissent réussir, les chercheurs doivent être en mesure de montrer que les mécanismes cognitifs contemporains correspondent à ceux qui ont été sélectionnés dans l'EEA, cet Environment of Evolutionary Adaptedness. Et elle nous dit, j'appelle le problème consistant à démontrer que ces conditions sont réunies le matching problem. C'est le gros challenge qu'elle vient mettre en jeu, c'est que, mais comment on sait que vraiment les êtres humains de cet environnement ancestral étaient comme on en fait l'hypothèse? Et donc elle conclut, conclusion très radicale, que la psychologie évolutionniste n'a pas les ressources nécessaires pour le résoudre, et elle conclut que la psychologie évolutionniste, telle qu'elle est comprise actuellement, est impossible. On va voir comment elle argumente ces différents problèmes. Le premier, c'est que le mécanisme et la fonction qu'on identifie, pour essayer d'en retracer l'histoire évolutionnaire, ça peut très bien être acquis de façon ontogénétique, c'est-à-dire au cours du développement. Par exemple, la zone du cerveau qu'on appelle la visual form area, eh bien, c'est une zone en fait qui sert à reconnaître les lettres de l'alphabet, mais qui en réalité est un recrutement de d'autres zones déjà préexistantes qui sont des zones de reconnaissance des formes, de manière plus générale. Et ce serait stupide, par exemple, ce serait absurde d'essayer de se dire mais quel problème adaptatif ça a bien pu résoudre, cette fonction et ce mécanisme. Parce que c'est quelque chose de récent, c'est quelque chose qui est là parce qu'on a une culture qui fait qu'on est alphabétisé, qu'on a utilisé l'alphabet, qu'on lit, qu'on écrit. Donc qu'est-ce qui nous dit que parfois, quand on identifie certains de nos mécanismes,
qu'en réalité, ce ne sont pas juste des mécanismes qui ont été formés par l'environnement culturel ambiant. Je mentionne une autre critique, elle soulève un peu en passant, mais je trouve ça intéressant parce qu'elle ne passe pas beaucoup de temps dessus, et je pense qu'elle a raison parce que ça a été une des premières grosses critiques en réalité des approches évolutionnaires, mais je pense que les chercheurs ont compris que finalement, ça allait plus loin que ça. C'est l'idée que quand on essaie de trouver un peu quelles sont les raisons évolutionnaires qui ont pu amener certains mécanismes ou comportements à être sélectionnés, peut-être qu'en fait on fabule un peu. Peut-être qu'on est juste en train de faire des belles histoires. Et ça vient d'un article qui est vraiment très intéressant. Moi, je vous encourage à le lire, de Good et Lomontin, de 79, et qui, à l'époque, critiquait les approches, certaines approches extrêmement adaptatives, c'est-à-dire les gens qui voulaient voir des adaptations partout, dans le comportement et on va dire même, de manière plus générale, le phénotype de la plupart des animaux non humains. Et ce qu'ils nous disent, mais c'est peut-être que parfois ce qu'on prend pour des mécanismes qui ont été sélectionnés, peut-être qu'en fait c'est juste des contraintes structurelles. Si on prend par exemple une arche, vous voyez, on a cette forme arrondie, et vous avez cette espèce de non-triangle sur lequel généralement on vient mettre des peintures et des sculptures. On pourrait très bien dire, si on était excessivement adaptatif, ah bah tiens, c'est bien, en fait, on a construit les arches de telle manière à ce qu'on puisse mettre des trucs très jolis dessus. Mais la réalité, c'est que c'est en fait une contrainte architecturale. On ne peut pas construire les arches d'une autre manière. Et donc, on s'est dit, bah tiens, du coup, comme il y a cet élément-là, pas très joli, on va mettre des trucs, on va les décorer. Comme ça viendra remplir cette espèce de trou dû à la contrainte architecturale. Et ce qu'ils disent, c'est que peut-être que parfois, ce qu'on prend pour des adaptations, eh bien, c'est simplement des résultats de contraintes architecturales. Par exemple, le menton chez l'humain, vraisemblablement, qu'il a cette forme, non pas parce que c'est adaptatif, mais parce que la structure osseuse qu'on a fait que c'était sans doute, pour des raisons sûrement physiques, pas possible d'avoir une autre forme. Et donc, c'est là où on en vient à cette idée, c'est que parfois, peut-être que certaines personnes viennent justement pointer du doigt des mécanismes en faisant des histoires un peu jolies, intéressantes, mais finalement, on ne peut pas les vérifier. Mais en réalité, ça, c'est quelque chose qui a été pris au sérieux très rapidement par les gens qui avaient des chercheurs sérieux dans les approches évolutionnaires. Et par exemple, si dans la plupart des cours d'introduction à ces disciplines, ils vont souvent prendre justement l'exemple de cette zone du cerveau en disant, voilà, en fait, ça sert à rien d'essayer de chercher des adaptations partout, il faut chercher qu'est-ce qui potentiellement est pertinent pour dire que c'est une adaptation. Donc le second problème, du coup, qui est beaucoup plus grave selon elle, c'est que il faut remplir 3 critères pour justement qu'une hypothèse évolutionnaire chez l'être humain pour la cognition et le comportement soit viable. Il faut d'une part déterminer que la fonction d'un module contemporain, on n'est pas obligé d'utiliser le terme module, est bien la même que celui du module ancestral qui aurait été sélectionné. On doit bien déterminer que ce module contemporain a bien la même fonction, et du fait même qu'il descend de ce module. C'est-à-dire que peut-être que d'ailleurs, certains systèmes cognitifs de certains humains dans l'environnement ancestral, ils étaient aussi, comme pour la lecture, en fait, façonnés, désolé pour les petits sons de réseaux sociaux, étaient aussi façonnés, comment dire, par l'environnement, et eux-mêmes n'étaient pas adaptés, n'avaient pas été sujets à adaptation. Et enfin, déterminer quelles structures ancestrales sont liées à quelle structure moderne. Et donc, ce qu'elle nous dit, c'est que par exemple, en anatomie, généralement, on essaie de faire des homologies horizontales, et ça marche bien. Par exemple, si on essaie de comparer et comprendre l'histoire évolutionnaire des ossements, bon, déjà, on a plein d'archives fossiles, on a plein d'eau, donc on peut faire beaucoup d'études, et on peut comparer les différentes espèces entre elles. C'est pour ça que c'est horizontal. Oui, horizontal. Et par contre, pour l'être humain, ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est que, il faudrait chercher des homologies dites verticales.
Pourquoi? On essaie de faire correspondre des mécanismes d'aujourd'hui à des mécanismes du passé. Et si vous prenez par exemple ici l'Homo sapiens, eh bien ce qu'on essaie de faire, ce n'est pas nécessairement de comparer aux autres, déjà les autres espèces du genre Homo n'existent plus. On n'a pas des individus du passé dans lesquels on pourrait revenir dans le passé avec une machine pour dire et faire des expériences et se dire ah bah oui, effectivement, on a les mêmes mécanismes. Et donc du coup, c'est ce qui rend impossible, selon elle, d'établir cette homologie verticale, et c'est ce qui pose ce problème du matching problem. Établir une telle homologie, nous dit-elle, est impossible. Il n'existe aucune archive fossile de la cognition et du comportement, et on ne peut pas revenir dans le passé pour étudier nos ancêtres. Alors, quid du comportement des autres animaux? Eh bien, il défend quand même que, si, chez les autres animaux, c'est possible. Par exemple, vous avez des primatologues, c'est son exemple, hein, ils ont des cris d'alarme, pas les primatologues, les singes vervets, ils ont des cris d'alarme qui sont émis quand il y a des prédateurs, et la capacité d'apprendre et de transmettre, ainsi qu'à comprendre et répondre correctement aux cris, ça aurait été un avantage pour les individus qui ont développé cette spécificité. Mais du coup, il n'y a pas de problème d'analogie parce que vraisemblablement, leurs environnements sont les mêmes aujourd'hui que celui du passé. Et donc, c'est ça qu'elle nous dit, hein, chez l'être humain, l'environnement contemporain n'a strictement rien à voir avec l'environnement ancestral. Les chasseurs-cueilleurs actuels ne sont pas le reflet de nos ancêtres. Et donc, il serait illégitime de déduire du comportement qui contribue au succès reproductif actuel, qu'il a contribué au succès reproductif dans le passé ancestral. Et donc, il est légitime de déduire que le dispositif connectif qui produit le comportement actuel a été sélectionné dans le... Alors, j'en garde... Ouais, c'est bon, il me reste un peu de temps. On va voir maintenant les réponses qu'il y a eu à Subré-Nationis. Donc, je vous présente ici Ed Hagen. C'est l'individu en bas à gauche, qui est un anthropologue cognitif, et qui a aussi développé des approches évolutionnaires, et qui va répondre par un article qui s'appelle « Is Evolutionary Psychology Impossible ?» Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en réalité, il est d'accord avec les prémices de Subrena, il dit « Non, mais c'est un très bon résumé de ce que c'est que les approches évolutionnaires, je suis entièrement d'accord avec les problèmes soulevés, mais par contre, je ne tire pas du tout la même conclusion. On a trouvé des méthodes, des manières de pallier ces problèmes-là. Par exemple, donc c'est de ça dont je vais vous parler surtout, on a des approches de psychologie comparée. Faire de la psychologie comparée avec d'autres primates, ça permet aussi potentiellement de pointer du doigt des mécanismes qui potentiellement étaient partagés par nos ancêtres communs en remontant encore plus loin, c'est-à-dire avec des anciens primates il y a plusieurs millions d'années, et d'essayer d'en trouver des explications évolutionnaires. On peut aussi faire du cross-culturel. Même si les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le reflet de nos ancêtres, quand on fait des études de psychologie comparée en comparant différentes populations, de cultures très 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 différentes, et qu'on retrouve soit des choses universelles, soit des choses qui varient un petit peu, et qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui les module, on a des bonnes chances de penser que vraisemblablement, on a une bonne base pour commencer à se poser des questions évolutionnaires. Et vous avez également quelques évidences, donc ça, c'est pas moi qui en parlera, ce sera Benoît qui en parlera dans la deuxième partie du cours. On a aussi des tentatives de clarification et de formalisation de ce genre d'hypothèse pour y voir plus clair. Donc pour arriver sur cette idée de psychologie comparée, qui est un des éléments amenés par Ed Hagen pour dire si, c'est des vrais problèmes, mais on peut quand même les résoudre, il prend ces exemples-là, il dit par exemple, on a des très bonnes données sur la mémoire spatiale, on compare la mémoire spatiale entre certains primates et les humains, l'évitement des agents pathogènes, l'attachement à les soins maternels, l'expression des émotions. Alors c'est marrant, ici Darwin, c'est vrai que Darwin est un des premiers à avoir essayé de comparer les expressions faciales de grands singes et des humains, mais il y a de la recherche plus récente quand même sur les expressions des émotions, la prosocialité, les racines biologiques de la musique et l'apprentissage social. Et quand je disais ça, c'est que pas plus loin qu'à Genève, en fait. Vous avez la chercheuse Coralie Debras, qui a soutenu sa thèse il n'y a pas longtemps, qui est sur les voix des primates et leur aspect neuroévolutionnaire, l'aspect neuroévolutionnaire des émotions, et où elle fait des approches comparatives pour comprendre le traitement émotionnel des voix. Vous avez d'autres chercheurs aussi qui vont étudier, je parlais tout à l'heure de coopération et de moralité, qui vont essayer justement, par psychologie comparée,
d'étudier des comportements en situation de coopération d'entraide entre enfants et chimpanzés. Je vous ai préparé une petite vidéo, on ne va pas tout mettre, je vais juste vous présenter quelques paradigmes expérimentaux. Oh. Oh. Je vous en montre un petit deuxième chez les enfants avant de passer aux chimpanzés. Oh. 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 Et maintenant on passe au chimp. Ça vous montre bien aussi la créativité des chercheurs, parce que produire des expériences comme ça demande quand même de faire preuve de beaucoup d'imagination. Bon, on va s'arrêter là pour les chimps, mais voilà, c'est le type d'expériences qui peuvent être menées et qui permettent ensuite d'essayer de mieux comprendre ce qui va faire l'universalisme, le propre de l'être humain, ou au contraire des divergences entre espèces plus proches. Je la mentionne quand même, parce que Ed Hagen la mentionne, mais il avoue lui-même que c'est clairement pas aujourd'hui ce qu'il y a de plus solide pour donner du corps aux approches évolutionnaires, mais il nous dit par exemple, dans les approches plus génétiques, eh bien, il prend l'exemple de mutations rares de FOXP2 qui semblent perturber le développement du langage, ce qui viendrait suggérer que FOXP2 joue un rôle critique dans le langage. Et d'après ce qu'il nous dit, il existerait des preuves qu'il ait subi une évolution accélérée récente, ce qui pourrait vraisemblablement venir confirmer l'idée que c'est potentiellement une adaptation qui n'est pas si ancienne dans l'histoire du genre Homo, voire peut-être chez l'Homo sapiens. Mais bon, il le dit lui-même, à ce stade, ces preuves sont mieux suggestives, les gènes ont des effets multiples. Voilà. Et je mentionnais le cross-cultural, c'est aussi extrêmement important, comme je disais, de venir comparer différentes populations, leurs attitudes vis-à-vis de certaines tâches cognitives ou comportementales. Et je prends cet exemple-là ici, le Geography of Philosophy Project, qui est un gros projet qui vise à essayer de comprendre les intuitions philosophiques des êtres humains à travers les cultures pour voir un peu la diversité ou l'universalité de certaines grandes intuitions, que ce soit sur la liberté, sur la moralité, etc.